Je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Ils viennent me rejoindre sur scène Éléonore Gire et Marie Hébard de Pôle emploi, Julien Orlandini des CAF du Var où il fait beau et Sébastien Sauvage de l'école de la Poste de Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Voilà. Plein de belles et de grandes histoires qu'on va partager ensemble sur, on disait, quelles sont les approches, quelles sont les clés, quels sont les outils que l'on peut avoir pour penser le management durable autrement. Alors voilà, c'est pas tout à fait, on s'en fiche, mais c'est pas tout à fait dans l'ordre. Donc Sébastien Sauvage, il est au bout, Julien Orlandini, il est là, et là on a Marie Hébard et Éléonore Gire. Non, on est bien comme ça, ça va. On va vous retrouver au fur et à mesure, n'ayez crainte. Donc, prenons un peu de temps là aussi, on va partager vos 3 expériences et on ira vers vous, vers la salle pour échanger avec vous derrière. 3 expériences, 3 champs de la sphère publique où on essaie de changer les choses, la manière de penser la relation au travail, la relation à l'organisation et surtout le management. On va commencer avec vous, Julien Orlandini, déjà parce que le Var, vu qu'il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien d'y penser un petit peu. Vous êtes arrivé au CAF, vous avez fait Sciences Po à Bordeaux, donc vous êtes un peu d'ici. Vous êtes tous un peu d'ici d'ailleurs, même ceux qui n'y sont pas. En tout cas, passés par Bordeaux. Vous vous retrouvez en 2017 à Caisse des allocations familiales du Var, nommé directeur, une caisse qui est un petit peu morose dans ses résultats, dans son état d'esprit, et où vous décidez de changer l'approche. Vous lancez un grand projet d'entreprise qu'on va découvrir, Transformons l'essai, terre de rugby oblige, où vous voulez véritablement repenser la relation de service et puis la relation en interne un petit peu. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans un tel projet de transformation globale de cette entreprise à l'échelle du Var, et autour de quels axes est-ce que vous avez porté ce beau chantier ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai d'abord eu un choc des cultures puisque je suis du sud-ouest, donc je suis ravi d'être là. C'est vrai que arrivé fin 2017, alors pour situer, c'est effectivement pas les mêmes dimensions. C'est 550 salariés, donc quelque part ça doit correspondre à une unité ou un établissement dans le FU pour vous. Je pense qu'il y a peut-être 3 éléments qui m'ont poussé avec l'équipe à vraiment vouloir transformer, comme on l'a dit, l'essai. Le premier, vous l'avez dit, et c'est important parce que ce matin je l'ai entendu, c'est vraiment le constat d'une grande morosité, je dirais, manque d'énergie, réellement un manque de confiance. Ça c'est vraiment un premier constat clé. Le deuxième, c'est pas neutre parce que c'est la raison d'être, c'est le service que l'on rendait, la performance de service, parce que pourquoi on le fait, c'est d'abord pour améliorer notre service à nos publics. Et pour la CAF, il y a les allocataires, on appelle ça les allocataires, mais les partenaires aussi, puisqu'on a un service aux partenaires qui est moins connu. On parlait des crèches tout à l'heure, mais on finance les crèches. Et donc, performance de service dégradée, on était sous tutelle, d'ailleurs, nationale, ce qui est objectivement pas très motivant forcément pour les équipes. Et puis, troisième, je l'ai aussi entendu, c'est la complexité de circuit, c'est-à-dire une dimension très bureaucratique, très verticale. Et donc, effectivement, les axes, finalement, en effet miroir, il y en a 3 aussi. Je crois qu'on va être très convergents, parce qu'on s'est vu, on en a un peu parlé, mais le premier, on l'a beaucoup posé, c'est cette question de la confiance, effectivement. C'est de dire, à côté du fait de structurer un système de pilotage, ce qui fait la performance, c'est la collectivité humaine, c'est-à-dire c'est la confiance qu'elle a aussi en ses capacités, en la capacité collective de mieux faire. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ça. Pour la direction d'abord aussi, c'est cette exemplarité, cette authenticité, de porter nous d'abord les choses, très clairement, et d'être cohérent, transparent dans ce qu'on faisait. Et évidemment, une approche, alors c'est peut-être pas très lisible, mais l'approche collaborative était au centre, on peut mettre beaucoup de mots, mais c'est en fait faire avec les équipes, en fait, qui soient acteurs de cette transformation, et on y reviendra. Le deuxième élément clé, ça a été effectivement de soutenir en fait cette performance par la confiance, par les managers. On peut pas en fait transformer, on peut pas d'un coup dire aux managers, mais voilà, on va passer du vertical à l'horizontal, allez-y. Non, cet espace de liberté, il faut aussi qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils changent leurs propres pratiques. Donc ça a été vraiment le deuxième élément. Donc il faut les accompagner pour ça, il faut les former, il faut investir. Donc il y a un vrai investissement, moi que j'ai souhaité chaque année, c'est-à-dire financier aussi, en formation, en développement de compétences, en apprentissage, en méthode, en technique d'animation, parce que ça s'invente pas, pour qu'ils soient justement dans cette capacité d'initiative locale,
dans leur propre service. Et puis le troisième axe, évidemment, je reprends la raison d'être, c'est l'orientation service. C'est quand même beaucoup plus facile de faire on va dire, d'une démarche de transformation quand on part de cette question du service, quand on le fait avec nos publics, donc avec nos allocataires, avec nos partenaires, avec nos salariés. C'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on se dit, si on travaille pour nos salariés et avec eux, à améliorer le quotidien de travail, logiquement, il va y avoir aussi des effets pour le public. Si on fait rentrer le public dans l'organisme, c'est aussi mieux pour se transformer. Il y a un autre élément qui est indiqué, il est peut-être plus anecdotique, mais c'est aussi intéressant. Perspective d'un nouveau siège, donc déménagement sur un nouveau siège, et on sait que parfois c'est des changements spatiaux qui ont une vraie importance et qui peuvent être aussi des champs d'opportunités. On voit bien, à partir de là, pour améliorer les performances, pour améliorer l'état d'esprit, vous décidez d'aller dans cette approche-là avec deux grandes orientations. Vous allez travailler la concertation, beaucoup avec les personnes, on fait vraiment avec eux, on construit vraiment avec eux, et puis on les mobilise, ils y vont vraiment. Alors vous avez toute une logique d'outils de concertation. On ne va pas développer tout, parce que dans chacun de vos projets, c'est une ingénierie hallucinante de créativité, de modules. Moi, je m'y perdais complètement quand je parlais avec vous, mais c'est très intéressant. Donc il y a plein de modules de concertation, et derrière de la mobilisation à travers des défis, des grands défis, vous en avez tous fait d'ailleurs, on verra ça, où vous mobilisez les personnels autour, vos 550 collaborateurs, autour d'idées neuves à trouver. Ça a beaucoup marché, ils se sont vachement mobilisés, si on peut dire, ils ont sorti beaucoup d'idées. Est-ce que ça vous a surpris? Comment vous expliquez cette incroyable mobilisation des personnels? Et comment vous avez fait pour entretenir la flamme, c'est-à-dire pour faire en sorte que c'est pas juste un challenge, ils se mobilisent puis on recommence comme avant, mais que cette culture-là s'ancre petit à petit? Alors, vous avez raison, je peux parler plus librement parce que ça fait 5 ans quasiment. Donc effectivement, souvent, on voit vite si c'est juste un effet gadget, outils, etc. J'y reviendrai parce qu'on a mis en place une plateforme collaborative. Souvent, on me demande, donne-moi de la plateforme, c'est super. Je dis, mais pourquoi tu veux le faire? Parce que si c'est juste pour une fois faire un événement, ça n'a pas de sens. Et donc, ces 5 ans, effectivement, permettent de se dire, oui, il y a une vraie mobilisation parce qu'on fait des baromètres annuels aussi par rapport à nos équipes et à nos publics aussi, et donc nos résultats sont là. Et donc, comment on a fait, là, c'est une illustration, c'est-à-dire que déjà, il y a l'effet booster. Fin 2017, au-delà des constats et au-delà des principes et des valeurs qu'on a voulu poser, puisque on a aussi travaillé beaucoup ces valeurs, on a lancé en fait la démarche avec les équipes. C'est eux qui ont construit le projet entreprise. 600 propositions, ça s'est traduit en priorisation, en 60 actions pour 2018 et 2019. Et puis après, on refait le match, puisqu'on est sur l'identité du rugby, donc on refait le match chaque année après. On rejoue une dynamique de collaboration, d'idéation, de proposition de solutions pour s'améliorer. Et on assume aussi ce qu'on n'a pas fait, de le continuer, en disant on n'a pas fait, donc on le remet pour l'année suivante si vous pensez que ça a du sens, mais ce sont les équipes qui le font. Et donc c'est assez basique. D'ailleurs, très sincèrement, je crois qu'il faut surtout se dire que ce qui compte, c'est le pragmatisme. C'est que évidemment, les équipes sont embarquées parce qu'en fait, elles sont contributrices de la solution, voilà, tout simplement. Et donc elles sont parties sur un projet où elles ont proposé, en étant au départ d'ailleurs un peu dans l'attente de se dire oui, on nous a dit des choses super bien déjà avant, et puis ça s'est pas transformé. Et elles ont vu l'effet de la transformation. Voilà, donc dans le projet d'entreprise, globalement, on le suit chaque année, on voit que 90% des actions proposées sont mises en œuvre. Dans nos challenges innovation, 50% des idées ont été mises en œuvre. Donc cette transformation, je pense que c'est d'abord ça qui compte. Caféine, parce que du coup, vous avez fait plein de trucs avec CAF, bien évidemment. Donc les caféines, c'est des rendez-vous un peu d'idéation que vous avez créés notamment. C'est le rendez-vous, en gros, annuel central. Alors, on fait ça quand même avec modération aussi, parce qu'en fait, d'abord, il y a une question de temps, il y a une question d'ingénierie. C'est pas juste, en fait, une plateforme collaborative. À chaque fois qu'on fait, en fait, ces challenges, un peu d'idéation, c'est justement pour, en fait, proposer notre feuille de route de l'année qui suit, la plupart du temps. Et pourquoi ça prend du temps? C'est parce qu'on associe nos managers. Je parlais de la transformation managériale, c'est pourquoi un axe aussi clé, pourquoi nos salariés nous suivent, c'est parce que les managers jouent ce rôle de fédérateur, de catalyseur. Caféine, ils l'ont construit eux. On a construit avec eux, du coup, cette démarche d'innovation, ces étapes, la place qu'avait le manager là-dedans. Et c'est toujours eux qui le portent. Ils ont leur petit kit, on les dote toujours, on les forme sur ça. Et avant de lancer, ils ont l'idée généralement du challenge avec leurs équipes. Ils l'organisent avec leurs équipes. Ils le font généralement en collectif, en fait. C'est pas de l'individuel. Et voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça nous alimente énormément. Et c'est ce qui fait, je pense, vraiment, à la fois l'identité, parce qu'on a parlé d'identité, il faut être identitaire je pense, dans une démarche d'entreprise, réellement. Donc,
parlais du rugby, mais il y a aussi nos outils, comment la communauté se retrouve autour. Et il faut effectivement que nos managers soient porteurs. Et pour ça aussi, il faut qu'ils soient en confiance, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'en peu de temps, parce qu'on disait ce matin, est-ce que ça prend beaucoup de temps? En peu de temps, là, on est en 2 ans. Alors, si je caricature des équipes qui étaient un peu moroses, qui avaient un peu le moral dans les chaussettes, se mettent à caféiner, se mettent à développer des tas d'idées, se mettent à sortir 600 idées, à faire des challenges tout le temps, en plus du boulot. Hein. Dans le boulot. Dans le boulot, oui. Bah, oui, dans le boulot. Mais c'est justement ça, je pense, ce qui fait, alors je le redis, c'est transformons l'essai, c'est pour ça que ça s'appelait comme ça, c'était de dire, moi je crois qu'en fait, il y a un chemin aussi à conduire, c'est-à-dire que le premier chemin, c'était de dire, j'aime bien la formule, on va vous offrir la capacité de dire. Déjà de formuler des idées. Puis après, le deuxième chemin, c'est la capacité d'agir. C'est-à-dire que non seulement vous la formulez, mais vous allez effectivement ensuite vous engager à porter cette idée, à la mettre en œuvre. Et aussi passer de l'idée à la solution. C'est très facile de donner des idées. Hein. On dit souvent la boîte à idées, les idées dans la boîte. Et donc, l'idée, c'est ça. L'objectif, c'était de transformer concrètement. Voilà. Et effectivement, on a caféiné, parce qu'on a aussi associé le distanciel et le physique, parce que les équipes, on a fait l'appropriation de terrain. On était au plus près aussi du service. Et dernière chose, et ça a été aussi largement dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le grand soir. Hein. L'innovation, ça fait un peu peur, mais c'était juste une idée qui va changer votre quotidien de travail. On a beaucoup travaillé au démarrage sur le quotidien, le poste de travail et l'environnement de travail. Et progressivement, d'ailleurs, on a ensuite fait travailler les équipes sur le service, sur la relation avec le public, sur ce qui revenait du coup avec cette raison d'être. Ce chemin, d'ailleurs, il est assez intéressant aussi. Rouage essentiel, levier s'il en est, évidemment le management. Évidemment, les managers, ils sont une quarantaine, si je... Non, 50, 60 à peu près. Bon, c'est pas les mêmes. Alors, vous les avez outillés avec différents des modules de formation, du codev, etc. Tout ça, on connaît bien. Il y a 2 outils que moi j'aime bien. Je voudrais qu'on s'arrête un peu dessus. C'est les grilles d'autopositionnement et le référentiel managérial. On va les voir. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça a vraiment... Attends, je vais dans le mauvais sens. Qu'est-ce que c'est et comment ça a vraiment aidé à changer les choses? Alors là, c'est pareil, vous allez retrouver le rugby. Le référentiel, en fait, on appelle ça les piliers du management. Alors, on peut se dire souvent, on dit oui, on va décrire notre référentiel, on le met de côté. Là, l'idée, c'était on a créé ce référentiel et les managers l'ont fait en disant on repart des principes et des valeurs, mais on leur donne une dimension concrète, c'est-à-dire on les décline par pratique. Des pratiques fair-play, des pratiques hors-jeu pour les 4 piliers que vous voyez, cohésion, confiance, exemplarité. Alors, intéressant, par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, après 2021, parce qu'on le réinterroge chaque année, les managers ont rajouté le pilier de l'agilité, mais eux-mêmes. Hein. Et on les met et effectivement, on les transforme dans des pratiques concrètes, c'est eux qui les formulent. C'est une façon, qui se l'approprie pour qu'au quotidien, nos managers, du coup, forcément, soient cohérents par rapport à ces principes d'action et dans leur relation avec leurs équipes. Donc ça, c'est vraiment un élément important. 2, ça garantit aussi que dans un organisme, on parlait des désalignements, il y a aussi une cohérence d'action, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les services, puisque effectivement, c'est fait collectivement, et c'est fait effectivement, c'est appliqué de la même façon dans tous les services. D'ailleurs, ils sont ensuite publiés, les équipes, du coup, les ont, ils sont sur les murs, donc savent aussi finalement quels sont ces principes et ces pratiques de management. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment... Simplement, à chaque action du quotidien, on leur dit référez-vous, vous avez des questionnements sur vos pratiques, référez-vous à ce que vous avez posé, est-ce que vous avez fait ce que finalement vous avez écrit vous-même dans ce référentiel. Donc ça, c'est vraiment le premier outil. Et le deuxième qui participe du coup de cette appropriation, c'est que chaque année, les managers et au volontariat s'auto-positionnent. Alors, ce n'est pas du tout l'entretien annuel d'évaluation, c'est d'ailleurs un vrai... C'est ce qu'on pourrait penser, hein, tout de suite. Pas du tout, et d'ailleurs, ça a été des grands débats, et effectivement, alors là, du point de vue de la direction, moi, c'est très clair, j'ai tout de suite dit, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire c'est pour vous. Vos N+1 d'ailleurs, potentiellement, ne sont même pas au courant de comment vous vous auto-positionnez. C'est-à-dire, on prend ce référentiel et chaque année, les managers... C'est la méditation managériale un peu. C'est effectivement de la prise de recul, c'est de l'analyse de pratique. Où chaque manager volontaire, donc aujourd'hui 3/4, parfois 90% le font, vont prendre le référentiel et vont s'auto-positionner par rapport à ce référentiel. Comment ils se situent finalement dans leur pratique aujourd'hui par rapport à ces référentiels? Et ensuite, ils ont la capacité, avec des coachs internes, alors qu'on a formés, c'est des salariés de la caisse qu'on a formés, aussi de le parler, du coup, et de voir comment ils peuvent faire, comment effectivement ils peuvent se situer, comment ils peuvent évoluer. Et éventuellement, après, l'éthique justement qu'on a posée, c'est qu'on peut en tirer des dimensions individuelles si le manager le souhaite, ou on peut en tirer surtout des dimensions collectives avec les coachs qui nous amènent des éléments pour faire aussi alimenter notre plan de développement de compétences, notre amélioration continue, voire parfois aussi sur des dimensions individuelles, voilà, nous dire il y a une
une problématique très forte qu'il faut réguler, quoi, ce qui est encore un autre sujet. Il y a un enjeu qui est un peu une épine dans la chaussure depuis ce matin qui s'appelle l'évaluation. Et on se dit, tout ça c'est bien, puis finalement, clac, ça s'écrase sur les modèles d'évaluation. Vous avez dit, vous n'avez pas mis le sujet de côté, vous avez dit on va évaluer beaucoup, et on va l'assumer dans la pleine transparence, même dans la mise en scène de l'évaluation, si je puis dire. Comment vous avez pensé cette évaluation? Comment vous l'avez valorisée aussi? Alors, ça fait le lien vraiment avec l'intervention de tout à l'heure. J'étais très sensible à la question des indicateurs, parce qu'effectivement, dans la démarche aussi qu'on a mise en œuvre, on a travaillé sur nos indicateurs de transformation. Tout à l'heure, vous en avez vu un peu, c'est-à-dire qu'on s'est dit en quoi on va considérer que ça a du sens. On ne se transforme pas pour se transformer, en fait. On le fait pour améliorer le service, mais donc on a mis des indicateurs, et on les a, d'ailleurs, on a mis des indicateurs propres à notre démarche, et on a mis de côté certains indicateurs nationaux qui tombaient, et je l'assume en tant que directeur. Ça ne veut pas dire que de mon côté, je ne les regarde pas, par exemple, mais en fait, on a fait le pari qu'avec des indicateurs qui parlaient plus aux équipes, on allait probablement atteindre les indicateurs nationaux, mais sans forcément les viser, en fait, d'une certaine manière. Je le dis en passant, parce que je suis très d'accord avec ça. Dans la mobilisation des équipes, il faut des choses qui parlent, qui soient pertinentes, et souvent les indicateurs, c'est la productivité, parce que nous, on connaît bien, on est une usine à traiter du dossier. Donc c'est 110 dossiers par jour, 80 appels, etc. Transformé par la qualité du service qu'on rend, c'est autre chose. Et donc j'en reviens parce que c'est ça, la même chose, à l'évaluation. L'idée, c'est aussi de se dire, voilà, on assume qu'on va aller prendre, quelque part, entre guillemets, c'est une prise de risque pour le dirigeant. Est-ce que, finalement, les résultats vont être mauvais ou pas? Est-ce que les équipes vont nous dire, non, mais je ne suis pas du tout dans le projet, je ne suis pas bien? Justement, déjà, on l'accepte. Et donc, on évalue collectivement et individuellement. C'est-à-dire qu'on a fait cette démarche, on est au bout de 5 ans. Donc, chaque année, on avait des bilans, évidemment. Mais là, en évaluation, on fait de l'évaluation d'impact. 360 degrés, c'est-à-dire nos salariés, nos allocataires, nos partenaires, je ne rentre pas dans le détail. Et là, vous avez la visualisation de nos salariés. On a construit cette démarche avec les managers. Donc, c'est eux qui ont choisi le grand débrief. C'est eux qui ont choisi la grande émission. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est eux qui organisent en fait un temps d'1 heure, parce qu'on travaille beaucoup sur des schémas de temps court par rapport à la question de comment on s'adapte à l'activité en réalité. D'où les méthodes de créativité, d'animation. Et on peut vraiment avoir de la vraie richesse dans des temps très courts. Cette efficience-là, elle est majeure. Ils ont passé ce film de grand débrief où l'équipe de direction s'est mise au jeu aussi à un peu expliquer la trajectoire selon elle. Et les équipes ensuite, effectivement, ont individuellement fait une évaluation par défi à chaque fois, voté dans des QR codes en fait, mais ils l'ont fait dans un cadre collectif. On confrontait leurs idées aussi, avant finalement elles de choisir de voter. Ça c'est aussi un point important dans cette itération. L'évaluation, si on l'a fait ici, elle amène à beaucoup de projets de réussite, de transformation de l'activité, du management, du service, et puis aussi du service aux populations. Il y a une chose, un aspect qui a un peu évolué dans le service, c'est l'approche populationnelle justement. Aussi bien vis-à-vis des partenaires sur le territoire que vis-à-vis des allocataires. En quoi cette approche populationnelle a fait évoluer votre service vis-à-vis de ces deux interlocuteurs? Comment elle est arrivée un peu déjà issue de ça, et comment elle a fait évoluer votre relation de service à la fois aux partenaires et aussi aux allocataires? Alors c'est ce qui... En tout cas, dans l'approche populationnelle, c'était vraiment pour nous relier aussi à la dimension santé, parce qu'effectivement, on est dans une logique au départ de santé publique. Et alors, comment c'est arrivé? Ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé par ce projet entreprise et par notre dynamique d'association des équipes et leurs idées, mais elles étaient plutôt, là il faut le reconnaître, sur des idées d'amélioration de certains parcours. Donc voilà, amélioration des parcours pour les monoparents, amélioration de parcours pour les réfugiés. Et effectivement, on a transformé ces propositions dans une approche plus globale, parce qu'il faut des temps de maturité, et qu'on a appelé approche populationnelle. Dit autrement, c'est à la fois un outil, une démarche, je dirais, et ce sont aussi des offres de services. C'est-à-dire la démarche dans une approche populationnelle, ça paraît peut-être basique, mais c'est de dire finalement on revient à l'essence des choses, c'est-à-dire qu'on va écouter nos publics, focus group, sondage, etc. Et on va adapter, on va mieux les connaître. On a beaucoup de données qui nous permettent, et on va vraiment adapter notre service à ces publics, à leurs caractéristiques. Et on va, entre guillemets, forcément définir ces populations, et à l'intérieur de ces populations, des événements de vie, des profils, travailleurs non salariés, les monoparents, les personnes ou enfants porteurs de handicap, réfugiés, etc. Et ça, c'est plutôt la démarche, ce 360 qu'on fait, puisqu'on associe nos allocataires, nos partenaires, nos propres salariés, on fait le lien entre les trois. Et puis après, c'est une offre de service, puisqu'effectivement, ce sont finalement ensuite des parcours que l'on adapte. Il y a
comme tout service public, une égalité de service. On doit le même service à tous. Et après, il y a aussi une équité, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à des besoins particuliers. Voilà, et je parlais du handicap, c'est un très bon exemple. Là, je vous ai mis l'exemple, même si vous ne le voyez pas forcément, des travailleurs non salariés. On définit des événements de vie liés particulièrement aux travailleurs non salariés, donc beaucoup aussi à la complexité qu'ils rencontrent dans leur interaction avec la CAF. Voilà. Et donc c'est très riche, parce qu'effectivement, on ne le fait pas seul, on s'intègre avec nos partenaires qui participent de cette démarche, et c'est très porteur de sens pour les équipes, parce que c'est transversal par nature, et que ça associe plusieurs aussi types de profils autour de cette démarche. Ça permet à la fois d'avoir des parcours attentionnés sur certaines populations et de savoir quelles sont les missions socles aussi, l'offre de services socle qui est commune à tout le monde aussi. Et on le fait en écho pour l'interne, parce qu'on en fait, on se rend compte qu'on fait la même chose pour l'interne. En fait, on a nos propres populations. On se l'est dit, c'était le rapport au télétravail, les types de métiers. Je suis effectivement sur tel site ou sur un autre. Je reviens de maternité, de maladie de longue durée. Et donc, on a aussi des offres de services spécifiques, aussi populationnelles. Bah, vous voyez que ça peut se déployer, ça peut marcher dans la CAF sous le soleil du Var, mais aussi à travers toute la France. Et on va passer au deuxième exemple avec Marie et Éléonore. Il y a pas mal de points communs, mais on est sur un exemple avec Pôle emploi et ce pari de la performance de la confiance, qui n'est pas peu de choses, qui s'est fait. Là, on est à l'échelle, on dirait, d'un établissement, si on peut dire. Là, on est à l'échelle d'un service public tout entier, à savoir Pôle emploi, et de la volonté qui a été portée par le national et relayée notamment en Nouvelle-Aquitaine fortement, mais dans l'ensemble, de changer un petit peu l'approche de la performance et de changer le management qui l'accompagne. Je vous laisse nous présenter, et je vous confie du coup pour cela la Zapette, en une dizaine de minutes un peu le projet, puis on en parle un peu après. Alors là, on a un petit problème technique. Ah oui, mais il peut passer le... Ah oui, mais... Alors, vous pouvez commencer. Oui, hein. Voilà. Je vais être bientôt rattrapée par le support. Alors, je vais essayer de me challenger et de le devancer un petit peu. Alors, je suis très heureuse avec Marie. Nous sommes très heureuses d'être aujourd'hui des témoins auprès de vous du fait qu'un jour, on croit qu'on peut changer nos organisations et qu'on y parvient. Vous voulez pas ? Et c'est pas grave. On cherche le support. C'est pas grave. C'était surtout pour les outils, peut-être. Bon, je l'ai pas. Je vais continuer. Je vais faire la technique Voilà. un peu. Alors, et donc, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a 5 ans de cela, peut-être ça parlera également à vous. Nous sommes allés rencontrer des entreprises privées, des entreprises publiques qui s'étaient engagées dans des voies pour travailler sur ce que vous exprimiez tout à l'heure très brillamment, Madame, le fait qu'on pouvait trouver du sens au travail et s'émanciper dans la réalisation de ses missions, de son activité, où que l'on soit. Mais on ne savait pas quelle clé il fallait tourner et comment y aller. Et c'est à ce titre que je suis heureuse aujourd'hui de témoigner auprès de vous, parce que il y a 5 ans, j'étais peut-être à votre place en train de me dire comment on va faire. Et finalement, il nous raconte une histoire, mais comment on va faire nous aussi pour avoir notre propre histoire. Et c'est important parce que la performance par la confiance à Pôle emploi, et je vais vous exprimer de là où je parle, c'est quand même nationalement France Métropole et DOM, plus de 50 000 collaborateurs. Nous sommes, nous ici, à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, Marie et moi, auprès de 4 200 collaborateurs, et dont à peu près 430 managers en charge d'accompagner les missions que vous connaissez de Pôle emploi, qui sont d'accompagner les demandeurs d'emploi vers l'emploi, de favoriser le recrutement des entreprises, mais aussi d'indemniser. Et ces missions-là, jusqu'alors, on avait beaucoup l'habitude de les appliquer à travers, et toujours, des décrets, des obligations, un rapport descendant
bien sûr dans une logique de répondre aux attentes gouvernementales et bien entendu d'être dans ce rapport d'efficacité, de performance pour lequel, vous le savez, nous sommes évalués très régulièrement. Mais on sentait, et c'est ce que le directeur général, M. Jean Basser, nous a exprimé, qu'il fallait certainement trouver des nouvelles voies et de s'engager peut-être dans un travail différent pour gagner en amélioration de service, gagner en satisfaction de service de nos usagers, mais aussi, et je crois que ça c'est important, il nous l'a dit, que nous-mêmes, nous soyons plus heureux de délivrer ces services et que nous en retirions également réellement un sentiment de réalisation. Alors, nous sommes partis rencontrer ces entreprises privées, publiques, nous enrichir tel que vous le faites aujourd'hui. Je ne peux que saluer la démarche. Et nous avons fait notre chemin et nous avons proposé au directeur général un grand défi, comme jamais Pôle emploi n'avait connu, en 2017. Et il l'a porté. Et je crois que ça, c'est important aussi que je le dise, à l'échelle de Pôle emploi, il faut qu'il y ait un leader qui puisse sécuriser, protéger la démarche, nous donner les moyens d'y aller et nous encourager. Déjà, c'est la base. Et il nous a encouragés en lançant un défi à toutes les agences de Pôle emploi, à peu près 1000 sites au niveau national et d'hommes, et, voilà, et c'est très important aussi de le mesurer, en nous disant, vous avez carte blanche pour proposer de nouveaux services, de nouvelles modalités de fonctionnement, à des fins très simples, très utiles, satisfaire encore plus les usagers et vous rendre une vie meilleure. Donc, les agences ont proposé collectivement, et je tiens à le dire aussi, c'est une démarche qui était altruiste, mais également ancrée dans des dimensions de groupe, ont proposé des projets très novateurs, très déstabilisants pour le système, revendiquant l'autonomie, revendiquant le lâcher-prise institutionnel sur des moyens et des ressources. Voilà. Et ces défis ont fait l'objet d'un challenge national. 67 agences ont été retenues en finale. Donc il y a eu plus d'une centaine de propositions. Presque et la 200. Nouvelle-Aquitaine bien placée. Et la bien sûr, la Nouvelle-Aquitaine bien placée avec 3 agences finalistes. Car à la fin, sur les 67 agences, ils n'en ont retenu que 19. Sur les 19, il y avait 3 agences, effectivement, de Nouvelle-Aquitaine, Libourne, Rochefort et Mérignac, qui ont proposé des services qui aujourd'hui vont vous paraître peut-être d'une banalité parce que le changement va vite et peut-être qu'il est déjà venu à vous, mais Mérignac a proposé l'offre de recrutement par vidéo auprès des entreprises. Ils ont dit, mais en fait, on ne fait que publier les offres sur Internet, ou certaines époques, on les affichait en agence, le conseiller les porte à l'attention du demandeur d'emploi, mais finalement, c'est très désincarné tout ça. Nous, conseillers de Mérignac, on vous le dit, les entreprises vont défendre leur offre à travers des vidéos. Eh bien, écoutez, les entrepreneurs ont joué le jeu, des offres vidéo ont été publiées, il y a eu des salariés des entreprises qui ont invité dans cette vidéo des demandeurs d'emploi à s'engager sur leur filière, et ça a si bien marché que maintenant, tous les sites de Pôle emploi offrent cette modalité de vidéo pour les recrutements. D'un mot, peut-être celle de Libourne, parce qu'elle est aussi étonnante. Alors celle de Libourne, c'est peut-être celle de Rochefort, pardon, parce que c'est Rochefort qui a été aussi sur une nouvelle voie que vous évoquiez, associer les usagers, associer nos populations, nos clients au service. Et c'est Rochefort qui a décidé très tôt de créer un conseil collaborateur où les demandeurs d'emploi et les entreprises construisaient avec eux leurs services. Et pour ça, ils ont créé le premier espace de coworking usager et ils ont défini les nouveaux services de l'agence et ça a fonctionné. Et de ce fait, aujourd'hui, c'est vrai, pas qu'à travers Libourne, mais d'autres agences, les services sont de plus en plus co-construits avec nos usagers. Alors 2 exemples, et j'irai plus vite puisqu'on a peu de temps, mais pour vous dire que cette démarche, à partir d'un défi ancré
dans la réalité, sur le terrain, de façon pragmatique, s'inscrivant aussi dans quelque chose de très important. Ceux qui font savent. C'est très important ça. La confiance, elle passe aussi par ce simple fait de reconnaître que celui qui pense PENSE ou celui qui pense PANSE, ils ont une vraie valeur dans l'entreprise et ils ont le droit de proposer et de construire. Et ça, c'est essentiel à la dynamique pour vous dire que quand on a vu les résultats de ces agences, de ces 19 agences, on a constaté deux choses. D'une part, que leurs propositions allaient dans le sens d'une amélioration de la performance opérationnelle. Vous parliez d'indicateurs, mais croyez-moi, Pôle emploi est ancré dans cette logique de performance depuis très longtemps. Nous sommes évalués avec des indicateurs opérationnels de retour à l'emploi, de satisfaction depuis très longtemps. Eh bien, on a constaté auprès de ces 19 agences qu'il y avait de l'élan sur les résultats opérationnels, une bonne dynamique, et surtout que l'image de Pôle emploi changeait. Alors vous savez, je sais que le combat est encore loin d'être gagné. Je sais tout à fait ce qui est encore dit de nous. Mais ce qui compte au quotidien, c'est que tous les collaborateurs que j'accompagne y croient. Et je peux vous assurer qu'avoir un retour d'un demandeur d'emploi et d'une entreprise, ça fait toujours du bien. Donc là, ça, c'est la première chose, je pense. Ce qui a été très conclusif, c'est que ce mouvement de fond, d'initiative, de capacité d'agir, on parle d'empowerment dans les milieux où on pense, eh bien, ça fonctionne. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est la motivation. C'est la motivation réelle des salariés, des managers, à faire bouger des lignes, à changer les modes de fonctionnement et à sentir, grâce à cette dynamique, que le changement, il est à portée de main. Que vous sortiez de votre bocal, que vous passiez par la porte ou que vous reveniez par le trou de souris, à partir du moment où vous agissez, vous êtes acteur du monde que vous vivez. Et c'est là le deuxième atout de cette démarche. De ce fait, grâce à cette dynamique, cette démarche est rentrée dans notre projet stratégique national. De l'expérimentation de 19 collectifs courageux, volontaires, et ça n'a pas été simple pour eux, croyez-moi. Le directeur général a pris la décision de l'essaimer à l'ensemble des sites opérationnels et, tenez-vous bien, fonction support, en leur disant « appliquez-vous un peu ce qu'ils font, allez voir ce qu'ils font et ça vous fera le plus grand bien ». Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas forcément de méthode, il y avait des choses à voir. Et c'est pour ça que la dimension testimoniale est très importante. C'est parce que c'est par la parole, par la preuve, que ce genre de dynamique fonctionne. Et donc, quand en 2000, alors vous ne voyez pas le support, mais qu'en 2018-19, les principes de la performance par la confiance sont entrés dans le giron institutionnel, que le système descendant applicatif, directif, s'est senti un peu challengé, eh bien, les équipes se sont dit « allons-y, soyons à la hauteur de ces 19 collectifs ». Pour autant, on a constaté que chacun y allait à son rythme, avec selon sa maturité, puis aussi, on n'est pas tous armés des mêmes compétences, des mêmes ressources, du même environnement. Et il fallait, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin, qu'il y ait un cadre de confiance un tout petit peu plus régalien finalement, et qui aide réellement tout le dispositif, tous les sites à aller vers la performance par la confiance. Et donc vous ne les voyez pas, mais un jour vous les découvrirez. Nous avons 10 engagements performance par la confiance qui sont aujourd'hui des repères concrets pour chaque collectif pour agir. Ils ne se sont pas imposés, ils ont été co-construits avec des conseillers, des managers, des utilisateurs. Ils sont légitimés par l'ensemble des parties prenantes. Et aujourd'hui, ils sont un repère de notre performance sociale. Car c'est très difficile aussi d'avoir des indicateurs de performance sociale reconnus. Formation, oui, pas de problème. Qualité de vie au travail, oui. Mais finalement, ancrer la performance sociale en lien avec la performance opérationnelle et que les salariés et les managers vous disent
on avance réellement, concrètement, on progresse réellement. C'est vraiment ce que ces 10 engagements ont voulu. Aujourd'hui, donc, et j'en finirai là, ces 10 engagements font que la performance par la confiance est reconnue au sein de Pôle emploi, mais pas qu'au sein de Pôle emploi. J'ai découvert d'ailleurs tout à l'heure que des personnes étaient venues nous rencontrer pour des temps d'inspiration. Donc aujourd'hui, effectivement, on partage cette dynamique et je ne peux que vous encourager à y aller. Et pour y aller, on n'y va pas forcément que par ces dynamiques de projet, on y va aussi parce que l'institution est capable de se remettre en question. Et à travers le témoignage de Marie, vous allez voir comment les RH ont revu la donne sur l'accompagnement managérial. Oui, parce que Marie, on va vous laisser la parole. On essaie de récupérer les slides, mais on va faire de l'agile. C'est très clair, on va faire un mode agile, comme dit l'autre. Vous travaillez à la RH justement à la valorisation de ces approches managériales et vous nous expliquez comment vous avez accompagné les managers dans cette transformation-là. Merci beaucoup. Alors, comme Éléonore vous a remercié pour nous deux de nous accueillir, moi je voulais vous dire quelque chose de la part des personnels de Pôle emploi. Ce que peut-être Éléonore a dit rapidement, c'est qu'à Pôle emploi, même si on est peut-être sans doute beaucoup moins sous pression que vous et beaucoup moins confrontés à des situations aussi névralgiques que les vôtres. Nos conseillers, nos managers accompagnent de l'humain, accompagnent des demandeurs d'emploi, qui sont des personnes souvent en très grande difficulté, accompagnent des employeurs qui, comme dans l'actualité, sont aussi en difficulté pour pourvoir leurs besoins. Donc nous avons en commun de travailler sur l'humain et je veux vous dire que pour les personnels de Pôle emploi, vous qui travaillez dans les métiers du soin ou dans les métiers proches du soin, vous êtes une référence et vous êtes un modèle. Quand on a des moments de blues, d'abattement, de découragement, parce que malgré la performance par la confiance que décrit si bien Éléonore, quand même des fois travailler à Pôle emploi, si vous avez des demandeurs d'emploi dans votre entourage, si vous avez des patrons qui n'arrivent pas à recruter dans votre entourage, vous savez que aller dans une agence Pôle emploi, c'est pas forcément se confronter aux lieux les plus joyeux du service public et de la vie. Et donc, dans les moments de blues, une des remarques classiques qu'ont nos conseillers ou nos managers, mais enfin quand même, mais pourquoi on est soumis à autant de pression et autant d'urgence quand même ? On n'est pas urgentiste, mais quand même, on n'est pas infirmier, mais quand même, on n'est pas des chirurgiens cardiovasculaires. Donc, leur repère pour eux, quand ils ont besoin de courage, c'est vous. Et donc, je le dis sous le contrôle d'Éléonore, donc je vous le dis. Et donc, je pourrais leur dire, mais vous savez, je suis allée leur parler à ces soignants qui vous impressionnent autant. Alors, ce que je ne vais pas vous présenter visuellement, que je vais essayer de vous raconter en étant clair, ça va parler, j'espère, à la fois à mes collègues, vu que je viens de ce secteur-là, à mes collègues formateurs, aux managers qui sont dans la salle et peut-être aux non-managers aussi qui sont dans la salle. Ce que je vais vous décrire, ça s'adresse à tout le monde. À Pôle emploi, le slide qui n'est pas derrière moi vous aurait montré que on est extrêmement équipé pour accompagner le développement des compétences. On a des moyens de riches, on va oser le dire. Pour 55 000 agents, nous avons une université du management à Paris qui accueille nos 5 600 managers et qui les forme très régulièrement. Nous avons 6 équivalents d'universités qu'on appelle des campus uniquement pour traiter les métiers des conseillers, pour former les conseillers. Nous avons un campus spécifiquement pour les fonctions support. Nous avons un dispositif de coaching individuel et collectif. Nous avons du codev, nous avons de l'échange de pratiques, nous avons de l'analyse de pratiques. On a plein de choses. Tout ça est organisé au national. Et pourtant, ça fait discuter. Et pourtant, avec tout ce système-là et tous ces moyens, il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, où je travaille, donc je ne l'ai pas précisé, je suis en charge de l'accompagnement des managers spécifiquement. J'ai longtemps géré la formation, j'ai longtemps accompagné les conseillers, j'accompagne aujourd'hui les managers. Et mon job à moi, vu qu'il y a tout ce dispositif pour les former, les accompagner, développer leurs compétences, tout ça, tous ces moyens de riches, mon job à moi, il s'est construit parce qu'ils sont venus me chercher. C'est les clients qui sont venus me chercher en me disant « Mais tu sais, tout ce qu'on voit à l'Université du Management, c'est super.
Mais après, quand même, quand on est dans le quotidien, sous la pression, sous l'urgence, avec les demandeurs d'emploi qui remplissent l'agence, avec les employeurs qui, en plus, en ce moment, n'arrivent pas à trouver du personnel, qui ne comprennent pas, comme on me l'a dit tout à l'heure à la pause méridienne, pourquoi, alors qu'on manque d'infirmières, il y a encore des infirmières en situation de précarité. Mais c'est quoi ce bazar dans la société française? Mais comment je fais, moi? Parce que tout ce qu'on m'a appris à l'Université du Management, c'est super, mais concrètement, quand il faut mettre en œuvre, comment je fais? Est-ce que tu peux venir m'aider? Alors moi, toute seule avec mes petits bras pour 430 managers de Nouvelle-Aquitaine, comment vous dire? Vous avez vu mon gabarit de déménageur, mais par contre, je suis de bonne volonté. Et je suis une très très vieille formatrice. Et j'ai la chance de travailler dans une institution qui, depuis longtemps, croit dans des démarches pédagogiques qui font confiance à l'apprenant, qui considère que celui qui sait, c'est celui qui fait, et que du coup, les pédagogies efficaces, ce sont les pédagogies actives, sont les pédagogies que dans les dîners en ville, le samedi soir, on appelle les pédagogies inductives, c'est-à-dire qu'on part du savoir de celui qui fait l'action, et lui, on l'aide à mettre en mots, à décrire, à développer sa propre compétence, mais à partir du savoir qu'il en a lui-même. Ce matin, Régis de Closet parlait de penser son travail, avec un E, et de le réinvestir. Il y a plein de modèles théoriques depuis très 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 longtemps, notamment une très belle école française de l'analyse du travail, qui depuis le début du XXe siècle, nous dit que tout opérateur, toute personne qui travaille, tout travailleur, comme dit Laetitia Vito, pense son travail. Et ça, c'est documenté, ce n'est pas juste Marie Hibard qui le dit. Tout travailleur pense son travail. Donc, quand les managers sont venus me chercher pour travailler avec eux, j'ai mobilisé ces pédagogies qui sont très développées dans l'institution, qui sont basées sur la pédagogie inductive, qui sont basées aussi sur l'isomorphisme. L'isomorphisme, ça fait très chic aussi dans les dîners en ville. L'isomorphisme, ça veut dire qu'on a parlé d'exemplarité ce matin. Ça veut dire que si je veux faire travailler les managers dans le cas d'espèce, à développer certains types de compétences, eh bien, j'ai qu'à commencer moi-même. Donc, si je veux qu'ils écoutent leurs agents, je les écoute. Si je veux qu'ils fassent confiance à leurs agents, je leur fais confiance. Si je veux qu'ils donnent du temps, je donne du temps. S'il veut qu'ils se calent au plus près des besoins de leurs agents, je me cale au plus près de leurs besoins. Le résultat, c'est que j'ai construit avec eux tout un dispositif que moi j'appelle d'atelier. Et je remercie beaucoup Laetitia Vito de m'avoir amené le concept de méthode artisanale, de dimension artisanale. Parce qu'avec tout ce qui existe au national, moi avec mes petits bras, vous avez bien compris que je fais du sur-mesure, du pratico-pratique, de la pédagogie active et inductive uniquement, et je fais de l'artisanal. Et donc ce que j'ai ouvert pour mes managers, je leur ai ouvert au départ, on l'a tout particulièrement développé au moment du Covid, pendant lequel le système Pôle emploi était beaucoup moins que vous, mais un petit peu mis à rude épreuve, étant donné que sans pouvoir, pour des raisons sanitaires, recevoir les demandeurs d'emploi, il fallait quand même continuer à s'occuper d'eux. On ne pouvait pas les laisser en déshérence, on n'avait pas les moyens. Donc il fallait qu'on s'occupe d'eux, y compris à distance. Donc on a appris aussi à nos managers et à nos équipes à travailler à distance. Donc j'ai ouvert pour eux des ateliers que je monte en circuit court. Merci à la question sur la temporalité, le circuit court ce matin de M. Lagarde-Corrado, si je me souviens bien. Le circuit court, dans ce dispositif, il est très important. Nos managers, tout comme nos conseillers, tout comme vous, sont sous la pression, sont sous l'urgence. Ils n'ont pas le temps de repartir en formation. Ils partent déjà beaucoup à Paris. De repartir en formation, on a besoin d'eux pour faire le job dans les agences, pour recevoir les demandeurs d'emploi, pour gérer les recrutements, pour gérer les relations partenariales institutionnelles. Donc mon job à moi, c'est d'être en appui auprès d'eux sur du temps court, de me caler sur les commandes qu'ils me passent, sur les endroits de leur pratique managériale qui leur posent question, manager en mode manager hybride, conduire des entretiens annuels qui ne soient surtout pas des entretiens d'évaluation, qui soient des entretiens co-construits, etc., etc., etc. Donc mon job, dès lors que je capte un besoin au sein de la ligne managériale ou qu'on me remonte un besoin, je monte un atelier en temps très court, en quelques jours. J'envoie la date à tout le monde, vient qui veut. Je n'invite que sur la base du volontariat. Moi, on m'a appris quand j'étais toute jeune formatrice qu'on n'apprend pas par force. On ne développe pas ses compétences comme on gave un canard, même si les landes ne sont pas loin. Ça ne marche pas comme ça.
Je reviendrai au fait de passer par la fenêtre tout à l'heure et par rapport à ce que ça fait à l'institution, mon mode de travail très artisanal. Donc je leur mode des actions en temps très court et je ne monte que des actions très courtes, une demi-journée. Et plutôt le matin, parce que vous, je ne sais pas, mais on est plutôt à l'aise, on est plutôt en énergie le matin. Et donc je me débrouille pour que, sur ce temps-là, le dispositif pédagogique que je vais inventer pour eux, il va être efficace et il va marcher. Et qu'il soit aussi actif, aussi tonique, aussi énergisant, voire ludique, enfin aussi... C'est vraiment le mot qui me vient, c'est énergisant, aussi énergisant pour eux que possible. Du coup, pour ça, j'investis beaucoup sur l'ingénierie, c'est-à-dire que pour eux, ce soit facile à vivre, sympa à vivre. Moi, je fais tout un travail d'ingénierie avant pour que ça n'ait pas l'air, mais j'ai construit quelque chose pour eux qui est très élaboré, mais qui est très facile à vivre. Dans mes invitations, lorsque je les invite, je ne les convoque pas, j'envoie une thématique, et mon invitation, elle est sur le mode, voilà le thème, voilà ce qu'on va travailler, en mode échange de pratiques, on va partir de vos savoirs à vous, et on va voir comment on peut les réinvestir et les développer. On va y passer une demi-journée, pas plus. Je m'engage à réserver à respecter ce temps-là, bien évidemment. Comme on est en distanciel, parce qu'ils l'ont choisi. J'ai ouvert du distanciel et j'ai ouvert du physique, des ateliers en physique. Ils ont préféré le distanciel, pour 2 raisons. Ça nous évite le temps de déplacement, c'est plus facile en termes d'organisation, gain de temps, mais pas que. Comme ce sont des ateliers ouverts sur toute la région, ça nous permet aussi de sortir de l'entre-soi départemental, territorial. Ça nous permet de rencontrer plus de monde, de se faire un réseau, d'avoir accès aux pratiques des autres territoires. Et dans mes invitations, la phrase la plus importante, c'est la phrase qui dit « N'hésitez pas à prévoir le café, le thé, le jus de kiwi, pamplemousse, les tartines beurrées, si vous voulez. Ça ne nous empêchera en rien de travailler. » C'est-à-dire, on crée une ambiance basée sur la confiance pour qu'ils se sentent en sécurité psychologique, comme on l'a vu ce matin, pour travailler sur leur pratique. Et on se rend compte que de cette manière-là, en s'appuyant sur un groupe de pairs et sur l'animation du processus que je leur propose, ils arrivent à trouver ensemble des solutions, des usages, des pratiques, des manières de faire qui leur permettent de se débrouiller, dont ils ont à se débrouiller au quotidien, dans la vraie vie, sur le terrain. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Éléonore et Marie. On peut les applaudir très fort parce que c'est en mode agile, sans slide, mais qui montre bien comment on peut avoir une approche qui est une approche très terrain en même temps et qui est une approche qui est portée à l'échelle véritablement d'un groupe, d'une entreprise, qui est important. Dernier exemple qu'on va partager avant de prendre quelques réactions dans la salle, il nous emmène du côté de la Poste et de l'école de la Poste, qui est une école de formation des conseillers, plutôt sur le réseau banque et services. Vous avez des écoles à travers toute la France. Là, on est sur la région Aquitaine et Occitanie, si je ne me trompe pas. Et vous avez donc des approches assez innovantes pour former ces conseillers. Tout un catalogue de formations très, très riche, bien évidemment. Mais là, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les former, c'est les formateurs. Parce que vous avez travaillé aussi auprès des formateurs autour d'une dynamique de changement qui était portée autour de la RSE. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les missions d'une institution et les faire évoluer autour de ces enjeux de responsabilité sociale et environnementale? C'est ce que vous avez travaillé à faire. On va voir ça concrètement. Si l'on reprend depuis le début, qu'est-ce qui vous a incité au sein de l'école à vous engager et à formaliser une démarche RSE à l'échelle de la structure? Vous pouviez très bien vivre sans, si je puis dire. Oui. Bon, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. J'ai presque avec mes enfants une carte de fidélité avec le CHU de Bordeaux, donc je suis très content de vous voir pour une fois sans vos blouses. Pour parler de l'expérience postale, alors il y a beaucoup de choses semblables avec mes collègues, donc je vais essayer de ne pas être trop redondant. Juste en rappel de contexte, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est le label RSE, parce que je vais plutôt orienter mon propos sur la RSE. Et donc, évidemment, le management durable. Revenons plutôt en 2020, je ne vais pas refaire l'histoire, on la connaît tous, mais en tout cas, 2020, on est passé dans le domaine de la formation d'un métier 100% présentiel, 100% en animation en salle, à un métier où, en quasiment 15 jours de temps, on nous a demandé de tout basculer en 100% distanciel.
avec des outils que nous n'utilisions pas ou peu, à raison de 5% presque d'une activité, avec d'autres façons d'animer, d'autres modalités, un autre rapport à son public, à ses participants, d'une relation physique à une relation totalement distancielle. Et ça a été une première vraie transformation pour nous. J'ai presque envie de dire, on va être sur une tendance, on en parlait tout à l'heure, on est en pleine théorie Schumpeter, c'est-à-dire destruction créatrice. On détruit presque le modèle existant et grâce aux technologies, notamment Teams, pour celles et ceux qui connaissent l'outil collaboratif, on remodèle totalement notre façon de travailler. Premier point. Donc enjeu de redonner du sens un peu. Voilà, exactement. Je vais aller rapidement pour être un peu plus opérationnel. En parallèle de ça, on a aussi dans le domaine de la formation, en tout cas pour celles et ceux qui travaillent dans ce domaine-là, on a une démarche que vous voyez à l'écran, la démarche Calliope, qui est juste, pour vulgariser le propos, ce qui est juste une certification qui donne le droit à un organisme de formation d'animer ou pas. Donc c'est juste, en tout cas pour nos métiers, quelque chose d'assez important sur lequel il fallait évidemment pas se rater. Et donc on a mené ça aussi en parallèle. Et donc on l'a mené, j'y viens, autour de certaines façons de fonctionner en équipe sur des territoires étendus. Mais ce que vous m'aviez raconté que je trouvais assez intéressant, c'est que c'est parti de manière... c'est parti du terrain, c'est-à-dire c'est parti du fait que vous, entre vous, vous parliez de « Ah ben non, moi j'ai fait ça pour l'écologie, moi j'ai fait ça pour l'environnement, moi j'ai fait ça pour mes déchets », mais pas dans le cadre de votre métier, autour du métier. Et à un moment, vous avez dit pourquoi ce qu'on fait à l'extérieur, on ne pourrait pas l'amener à l'intérieur aussi, puisqu'on en parle quand on est en pause. Exactement, je vous posais juste le contexte. Mais c'est cette démarche Calliope et c'est ce changement de métier qui, à un moment donné, nous a amené à nous poser les questions de la sensibilité qu'on pouvait avoir, nous, organismes de formation, donc école de la banque et du réseau, autour de la RSE. Et cette démarche qualité qui est très complète, enfin, si vous avez la curiosité d'aller voir, elle est évidemment hyper complète et très détaillée. Elle a quand même pointé du doigt que malgré le groupe La Poste extrêmement sensibilisé sur cette démarche-là, ça fait plus de 20 ans que l'entreprise La Poste est embarquée dans des sujets de neutralité carbone, etc. On s'est quand même rendu compte que notre organisme de formation n'avait pas de démarche structurée autour de la RSE. Donc voilà, donc en fait on a posé le sujet, on s'est questionné, on a commencé à en parler avec nos équipes, et puis effectivement c'est venu de là, c'est les équipes qui nous ont regardé avec des grands yeux en nous disant écoutez, moi à titre personnel, et en fait il y a bien plus de personnes que ça qui le font, moi à titre personnel je suis déjà très engagé dans cette démarche-là. Je ne vais pas lister les sujets, mais en tout cas je suis très engagé dedans, donc au contraire allons-y. Et donc je pense que vous, en tout cas le CHU a annoncé récemment son grand programme équivalent, hein, donc je pense que vous avez été vous-même sensibilisé à ces sujets-là. Et nous, on s'est dit que la première brique importante, c'est la gouvernance responsable. Et ça fait l'écho avec le management durable, c'est-à-dire, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est de quelle façon la ligne managériale est exemplaire aussi sur ces sujets-là, et de quelle façon elle impulse aussi ces sujets-là. Après, le libre cours aux équipes, mais j'y viens tout de suite. Et donc, voilà, donc naturellement, on s'est posé ces questions-là, en accord avec notre plan stratégique aussi du groupe La Poste, où on a marqué le curseur sur cet item. Là, il y avait là aussi une volonté dans la gouvernance de La Poste et de la formation de mettre en avant aussi cette thématique qui rejoignait les préoccupations des individus. Donc vous avez décidé d'engager un peu le chantier là-dessus avec une approche intéressante. On le voit en bas à droite, cette Lucie, qui est une labellisation éco-responsable qui arrive et qui permet de s'inscrire dans le temps autour de cette thématique dans un chantier progressif un peu et audité de démarches éco-responsables. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette approche Lucie et pourquoi il était pertinent pour vous engager dans ce grand bain, si je puis dire, de passer par le cheminement d'une labellisation?
Eh bien, dans le cadre de ces réflexions de gouvernance responsable, on s'est dit que pour rentrer dans cette démarche RSE, il fallait qu'on y pose d'abord un cadre, d'abord quelque chose qui allait tous nous engager. Alors, une fois que je vous ai parlé de certification Calliope, vous allez me dire, on aime bien se faire mal. On a voulu poursuivre dans cette démarche de prendre quelques attaches avec des cabinets externes, faire un peu de benchmark sur ce qui pouvait exister. Et on est tombé sur cette agence, l'agence Lucie, créée en 2007. Et la philosophie de l'agence nous a plu. C'est-à-dire que c'est une agence qui, déjà, c'est les premiers du point de vue RSE français. Et dans notre culture, c'est pas notre AK, mais on a les 3 C, hein, clients, collaborateurs et citoyens. Et donc, évidemment, cette agence Lucie a attiré notre attention. Donc, on a pris contact. C'est un audit, hein, c'est un audit. Donc, on a eu, vous l'avez à l'écran, évidemment, vous ne voyez rien là, mais tout ça pour dire que cette labellisation Lucie repose sur 7 grands thèmes: gouvernance responsable, la qualité de vie au travail, etc., etc. 7 grands thèmes. Et la démarche de Lucie, c'est de se dire, on va à un moment donné vous auditer, mais nous ne sommes pas un auditeur classique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour savoir ce que vous faites bien ou pas bien, on est là pour savoir quels sont vos engagements pris dans cette démarche. Et donc des engagements autour de la RSE, des engagements autour du management durable, etc. etc. Et donc voilà, on s'est embarqué sur le sujet. Je vous ai mis à l'écran quelques exemples, hein, puisque derrière ces 7 thématiques, c'est décomposé en actions, donc tout ça est assez structuré. Et le message que je souhaitais simplement faire passer, c'est aussi ça, c'est derrière nos responsabilités collectives de manager, on ne peut pas décréter de faire travailler les gens ensemble, on ne peut pas décréter de se dire qu'on est dans le collaboratif. Il nous faut quand même, nous, managers, tous ensemble, poser quand même, impulser quand même quelque chose. Donner malgré tout un cadre, ce que j'appelle, et je crois que vous l'aurez à l'écran, ce que j'appelle moi le terrain de jeu. Ce terrain de jeu, il s'est fait, on le voit là, il a été porté là aussi par une logique de challenge, où vous avez donné aux équipes des challenges autour de la RSE, ils sont engagés, et là aussi, comme dans les 2 autres cas, ça marche, c'est-à-dire ils y vont vraiment beaucoup là-dessus. Quel type d'actions ont été engagées à partir de ces challenges? Et là aussi, comme aux autres, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu un tel engouement et aussi rapide? Alors, on s'est posé la question de savoir comment, même si c'est un sujet qui nous touche à titre personnel également, donc évidemment c'est quand même plus facile d'aller sur un sujet dès lors que ça n'a pas qu'une connotation professionnelle, mais que ça touche aussi à des valeurs personnelles. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on fait comme d'habitude? Est-ce qu'on fait des notes de service? Est-ce qu'on fait des communications? Est-ce que, bref, vous voyez un peu l'idée. Et est-ce qu'on fait des formations aussi? Alors oui, on a fait des formations. Et on s'est dit, non, là, il nous faut être un peu disruptif sur une façon de faire. Et donc, on avait initié quelque temps avant des démarches collaboratives. Et on s'est inspiré de ce qu'on avait initié avec certains de nos clients internes dans le cadre du dispositif de formation. Et donc, on a créé ces challenges. Voilà, donc on a créé ces challenges. Les challenges, en quelques mots, hein, c'est de se dire qu'il y a une temporalité, mais en fait, on a souhaité vraiment sortir du cadre professionnel et dire à nos équipes, on va travailler ensemble, on a un enjeu, c'est d'avoir cette labellisation RSE. Mais en fait, vous allez proposer vos idées. Pas forcément dans le cadre professionnel d'ailleurs, mais proposer vos idées. Donc on a, comme mes collègues, on a des plateformes collaboratives pour faciliter ça. Et donc, pendant un certain temps, l'ensemble des collaborateurs ont déposé des idées, etc. etc. Il y a eu un jury qui a sélectionné des idées. Ce challenge, c'était aussi, puisqu'on avait aussi quand même dans l'idée d'être sur une acculturation digitale, hein, on se rappelle, on est en 2020-2021. Et donc on a fait un système de vote par like. Enfin, bon, il y a eu vraiment une espèce d'effervescence nationale sur le sujet, puisque moi, je pense que ce qui a marché, c'est que on a fait en sorte d'être dans un cadre professionnel avec les moyens donnés dans ce cadre professionnel, mais au travers d'un sujet qui parlait à chacun.
en fait. On va voir quelques exemples de challenges gagnants, sans forcément les détailler, parce qu'on peut les lire à l'écran. Au-delà de ces exemples, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans les propositions qui ont été faites par les groupes, je veux dire, dans la nature de ces propositions, dans la démarche qu'ils ont eue un petit peu? Le premier exemple, c'est que malgré la carte blanche de se dire allons-y sur n'importe quel sujet, on s'est rendu compte que l'un des 3 challenges gagnants, d'ailleurs, était un challenge sur mes conditions de travail, sur la façon dont je peux moi aussi travailler avec mes collègues, mes outils de façon plus éco-responsable. Donc ça nous a ça a quand même eu un effet plutôt sympathique sur la philosophie de la démarche. Ce qui nous a vraiment intéressé, c'est la façon dont les équipes se sont appropriées le sujet. Puisque ce que je n'ai pas pris le temps de vous dire, c'est que l'idée, c'était vraiment de se dire, quand on vous dit vous avez carte blanche, c'est que vous composez vos équipes vous-même. Il n'y a pas d'équipe imposée. Il y a des présentations après d'équipes, etc. Bref, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Ils sont en totale autonomie. Mais totale autonomie, c'est-à-dire qu'ils s'auto-régulent presque. Ils se sont auto-régulés dans la démarche. Et en fait, en s'auto-régulant tout en étant dans un terrain de jeu donné, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment des équipes projets qui se sont constituées avec des définitions de rôles très précis les uns les autres, avec des gestions d'agenda dans leur temps de travail aussi qui se sont mises en place. Et enfin, bref, voilà, c'est toute cette dynamique qui s'est faite et qui s'est faite dans un esprit de on ne perd pas de vue le quotidien. Vous, nous, on a tous des objectifs, on a tous un métier, une fiche de poste, etc. Ça n'a pas été perdu de vue. Ça a vraiment été appréhendé comme quelque chose nous permettant de vivre une expérience collaborative qu'on n'avait pas vécue jusqu'à présent. Dernier petit point, derrière Lucie, ça s'est fait. Il y a eu aujourd'hui un audit qui a été fait, je crois, déjà un petit peu du challenge. Vous devez faire un certain nombre d'actions, à peu près 90, je crois, ce qui est beaucoup. Vous m'avez dit, ce qui est bizarre, c'est qu'on avait très peur de devoir faire 90 actions, ça fait beaucoup, puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait déjà beaucoup qu'on faisait de nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est important par rapport à tout ce qu'on se disait ce matin. Comment est venu ce constat-là, si je puis dire ? Eh bien, en 2 mots. En 2 mots, c'est un peu ce qu'on s'est dit ce matin. Je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, les managers que nous sommes, il y a aujourd'hui, peut-être plus que jamais, une vraie nécessité à un moment donné de se dire qu'on est aussi bon dans ce que l'on fait et qu'on fait énormément de choses sur lesquelles on ne met pas forcément de mots. Les 92 actions qui sont en cours d'ailleurs encore de réalisation, eh bien, on s'est rendu compte que notre collectif managérial était déjà à la manœuvre sur 52 d'entre elles. C'est le label Lucie qui nous l'a fait remonter. Et rien que ça, vous savez, dans les messages, dans la posture managériale, en termes de messages, ça a été aussi assez puissant. C'est-à-dire que là aussi, c'est pour ça qu'en propos introductif, j'ai donné le point de départ de 2020. Pour celles et ceux qui étaient managers en 2020, c'est juste une nouvelle vie en fait. Et on a été pas mal bousculés, il a fallu porter des équipes, mener un certain nombre de choses. Et on n'a pas forcément pris le temps à un moment donné de se regarder dans le miroir en se disant qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien. Et ça paraît tout bête, c'est 3 lignes sur une slide, mais c'est déjà très fort. On parlait de confiance tout au long de la journée. Déjà, le rapport à la confiance, il est important de ce point de vue-là. Ouais. Quelques questions-réactions dans la salle à nos intervenants et à ces belles expériences. Est-ce que vous avez des questions sur le dispositif, les outils que ça a permis de déployer ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main et les micros viennent à vous. Si les CAF du Var, Pôle emploi et son management de la confiance ou les challenges RSE de l'école de la Poste vous portent et vous avez envie d'en faire autant. Pourquoi pas d'ailleurs ? Pas de questions ? Peut-être Laetitia Vito, un petit mot de commentaire sur on va vous apporter un micro, surtout sur un peu, il vient à vous, sur ces expériences et dans quelle mesure ça rejoint ce qu'on se disait un peu tout à l'heure sur cette bascule nécessaire.
Oui, ben, je suis ravie d'en parler parce que je me suis régalée à vous écouter tous les quatre et ça m'a rendue très optimiste sur la capacité de nos institutions les plus importantes, les plus nécessaires, à répondre aux exigences du monde d'aujourd'hui. Moi, il y a 3 thèmes que je trouve qui se dégagent de vous, des 3 institutions que vous représentez. Le premier, c'est que on n'arrête pas de parler de grandes démissions. Hein, en ce moment, c'est un peu un des termes à la mode, mais en fait, la solution et la clé, c'est la grande discussion, pas la grande démission. Et la grande discussion, on la retrouve chez vous 4, en fait. Hein. Que ce soit le grand débrief de la CAF, que ce soit les rencontres ou le grand défi de Pôle emploi en 2017 ou les challenges de l'école de la banque. Donc en fait, on retrouve vraiment cette idée-là dans les 3. La deuxième grande idée que je trouve aussi que vous convergez tous, et là aussi ça me rend optimiste, c'est l'artisanat. L'artisanat, il est là partout. On entend autonomie partout, confiance, l'idée aussi d'impact, en fait, d'avoir la main un peu sur le résultat, de voir un peu à quoi ça sert ce qu'on fait, en fait. Hein, qu'on n'est pas juste dans le reporting et à remplir des formulaires, mais comprendre que voilà, il y a un usager, un individu, une personne en bout de ligne. Et ça se retrouve dans. J'aime bien ce concept de l'approche populationnelle. Où on revient au vrai sujet, quoi, aux vraies missions. L'artisanat que vous avez évoqué aussi, le sentiment de réalisation, la performance par la confiance, celui qui sait fait, le fait de travailler en totale autonomie, Sébastien Sauvage, hein, c'est le terme que vous avez utilisé aussi. Donc on le retrouve chez vous tous, ce qui me fait du bien parce que je me dis que voilà, ça rejoint ce que j'écris, donc je suis contente. Et puis le dernier axe aussi que je trouve un peu chez vous tous, c'est là où on sent qu'on est dans des réponses qui sont encore imparfaites, c'est difficile, c'est la question justement des indicateurs de performance. On sait qu'il en faut, mais voilà, comment on mesure la qualité. Alors, je sais qu'il y a l'idée d'avoir des indicateurs qui remettent la qualité ou des indicateurs que s'approprient les collaborateurs, hein, et puis ou des indicateurs qui incluent les externalités, c'est-à-dire la performance sociale. Donc il y a une réflexion. J'ai l'impression qu'on ne sait pas encore complètement vraiment comment vraiment l'appréhender, et je pense que c'est peut-être le défi. Ça, c'est peut-être le défi de 2023. On va se dire d'aller plus loin dans cette direction-là. Je ne sais pas si chacun d'entre vous, vous avez peut-être une petite idée à partager sur là où il faudrait aller pour faire évoluer ces fameux indicateurs. Petit tour de table très rapide de réponse à... Par rapport à ce que je disais, en fait, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de, encore une fois, hein, les objectifs qui sont les miens dans le cadre de ma fiche de poste et la façon dont je mène ces activités-là au travers d'un collectif ou dans ma relation avec le manager. Juste en rebond par rapport à la notion d'autonomie, parce que quand on parle quand j'évoque en tout cas totale autonomie, bien sûr, je pense qu'aucun dans la salle ne s'est dit dis donc, à la Poste, en fait, on fait ce qu'on veut, on est en totale autonomie. On reste sur une relation avec du management, avec une nécessité de piloter des indicateurs qui sont des indicateurs de réussite, de performance, définis, encore une fois, par les objectifs que l'on a tous. Maintenant, c'est le comment, en fait. C'est où est-ce que je mets le curseur sur j'ai besoin de piloter absolument cet indicateur et j'ai besoin d'amener mes équipes vers cette façon de travailler. Et nous, là où on a mis le curseur, c'est encore une fois de partager en toute transparence et d'associer les équipes aux objectifs à atteindre. Petite parenthèse, par exemple, je parle de moins en moins d'objectifs individuels, mais de plus en plus d'objectifs collectifs. Bien sûr, dans une relation après en tête-à-tête, on parle d'objectifs individuels, mais le fait de systématiser le propos sur l'objectif collectif, ça fait écho avec le sens de notre travail. Pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on vient demain, etc. etc. Dernière illustration. Nous, on repose beaucoup nos démarches sur quelque chose qui marche plutôt bien, mais il faudra un peu plus de temps pour la détailler. C'est, ne prenez pas les codes couleurs, hein, mais c'est quelle est ma zone rouge, quelle est ma zone bleue.
Je m'explique, c'est avec ces collectifs, quand on s'engage dans des projets, eh bien, on définit ensemble quelle est notre zone rouge et quelle est notre zone bleue. Quelle est notre zone rouge? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ce qui est système d'info, conformité ou rémunération, là, je peux avoir plein d'idées, c'est compliqué. Zone bleue, vous l'avez compris, là, c'est tout le reste. Et c'est là où, effectivement, on sort de cette philosophie de pilotage par l'indicateur pour être plutôt sur une philosophie de... Encore une fois, tout ce qu'on vient de se dire depuis ce matin, c'est comment j'amène mes idées, comment j'amène mes erreurs aussi, comment je les débriefe, comment je les accompagne. Et voilà, donc c'est juste l'illustration, mais ça marche plutôt bien. Oui. Ça donne des outils, sinon au moins des pistes pour penser autrement la relation de management au quotidien. Merci en tous les cas à vous quatre. On peut vous les applaudir très fort. Je vous laisse regagner la salle.